La peine de mort fait paniquer tous les partenaires de Kinshasa qui regrettent un recul de la démocratie et une décision dangereuse. Dans le contexte congolais, le président provisoire du bureau de l'Assemblée nationale a tenté de rassurer la ministre belge des Affaires étrangères à ce sujet. Si cela tarde à l'Assemblée nationale, les choses s'accélèrent au niveau des provinces. Le 18 avril, l'Assemblée provinciale de Kinshasa connaîtra son bureau définitif au complet. Les dossiers des candidatures sont déjà en train d'être réceptionnés cette semaine. Ce mercredi 10 avril, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, une fête de partage et de solidarité qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Avant la prière, les fidèles se doivent également d'être solidaires avec les plus démunis via l'aumône, une pratique obligatoire pour tous les musulmans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après avoir exprimé ses inquiétudes sur la levée du moratoire contre la peine de mort en République démocratique du Congo, la ministre des Affaires étrangères belge a été rassurée du respect des droits humains et garantis dans l'application de cette peine par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Les inquiétudes et les assurances sur la levée du moratoire contre la peine de mort en République démocratique du Congo ont été au menu des échanges accordés par le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, à la ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales, venue s'enquérir de l'évolution de cette levée du moratoire en République démocratique du Congo. Ensemble, ils ont échangé autour des réformes à envisager pour améliorer davantage les processus démocratiques en RDC. Quant aux inquiétudes, pour la ministre des Affaires étrangères belge, son pays est inquiet et défend l'abrogation universelle de la peine de mort et demande à ce qu'il y ait des assurances de la part du gouvernement afin de ne pas tomber dans les abus. Brièvement, nous avons eu un excellent échange et j'ai tout d'abord félicité Monsieur le Président pour sa réélection et nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Pour assurer ce note, Christophe Mbosso-Kodia a tenu à expliquer à la ministre des Affaires étrangères les contextes dans lesquels la République démocratique du Congo a obtenu la levée du moratoire contre la peine de mort. Avant l'Assemblée nationale, la ministre des Affaires étrangères a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais Christophe Mbosso-Kodia avant de continuer son balai diplomatique vers d'autres chefs de corps. En parlant d'Assemblée nationale, le prochain bureau définitif de la Chambre basse du Parlement cessera sans Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS qui avait déjà annoncé ses intentions de briguer le poste de premier vice-président, s'est finalement désisté en faveur d'un ticket qui reste à découvrir au sein de l'Union sacrée. Il prétexte toutefois qu'il préfère s'ériger en gardien du temple UDPS en ce deuxième mandat en vue de se battre pour la conservation du pouvoir. Après avoir annoncé son désistement au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, décide de s'ériger en protecteur du régime et participer activement au processus de conservation de pouvoir, tout en prévenant que dans les jours à venir, le pouvoir aura à traverser de profondes zones de turbulence. Déjà, la tension entre Christophe Mbosso-Kodia, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe est perceptible. Pourtant, tous membres du présidium de l'Union sacrée. Difficile arbitrage pour le président Félix Tshisekedi qui risque de se créer l'inimitié de deux cardinaux qui ne seront pas choisis. Sur les réseaux sociaux et médias, c'est une véritable passe d'armes entre les partisans de ces différents leaders qui revendiquent tous la présidence. Les pro-Bahati ont sur la toile fait circuler une liste reprenant le nombre d'élus de leur regroupement politique avec toutes les mosaïques AFDC. Un message qui tranche les débats. Selon eux, sur la force politique qui doit prendre la présidence de la Chambre basse du Parlement. À la tête de la deuxième force politique de la majorité après l'UDPS, Modeste Bahati se voit en droit de revendiquer ses postes. De l'avis de ses partisans, il est
digne successeur de Christophe Mbosso Nkodia. Pour l'AFDC, la notion du poids politique demeure le seul argument que se prévaut le camp Bahati pour espérer distancer la concurrence lors du choix final. Au quartier général de l'UNC, aucun cadre ne prête attention à ces débats que la hiérarchie du parti considère comme de caniveau. Les bons sens auraient voulu que les deux challengers de Vital Kamerhe à ces postes s'abstiennent. D'abord, les deux ténors de la mouvance présidentielle Bahati et Mbosso venaient de diriger les deux champs. Dans leur tête, ils doivent désormais intégrer l'idée de l'alternance, rappelle un cadre de l'UNC. Deuxièmement, Kamerhe, même s'il ne se vante pas, a le plus grand nombre d'élus par rapport au regroupement de Bahati et Mbosso. Le leader de l'UNC a pris d'énormes risques de faire accepter les candidats Tshisekedi dans les fiefs réputés hostiles. La réalité est là. Le Sud Kivu a donné beaucoup de voix au président, preuve du travail de fourmi abattu par Vital Kamerhe. De toutes les façons, se vante un élu UNC. De ces trois prétendants, seul Kamerhe a les meilleurs profils, même si les partisans de Mbosso le chargent d'avoir des ambitions démesurées. Le camp de l'ancien vice-premier ministre de l'économie parle d'une fuite en avant d'Mbaoba qui peine à aller en retraite bien qu'il ait perdu toute la lucidité pour conduire une chambre qui nécessite de l'énergie et de la clairvoyance. À plus de 80 ans, Christophe Mbosso Nkodia refuse de vivre reclus, comme l'ancien président du Sénat Léon Kengwa-Dondo. Debout sur ses deux pieds, le vieux loup, avec un poids politique faible par rapport aux deux autres compétiteurs, ne compte pas abdiquer. Il reste dans la course tout en avançant le même argument qui avait fait pencher la balance en sa faveur lors de la législature passée. L'octogénaire prétend n'avoir aucune ambition politique qui gênerait le chef de l'État dans la mise en œuvre de ses schémas politiques. Au sommet de l'État, jusque-là, c'est le silence radieux. Le président Félix Tshisekedi paraît avoir des calculs que personne ne maîtrise. Il aurait promis à ces trois hommes de main le même poste. Le moment des tranchées arrive bientôt. La pilule sera amère pour les deux bonzes qui ne seront pas désignés au perchoir. Ils devront se rabattre sur le gouvernement ou d'autres institutions. Mais malheureusement, là-bas, ils ne seront pas chefs des corps. La date de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa est finalement connue. Ce 18 avril 2024, les élus provinciaux de la capitale sont appelés à élire leur président, leur questeur ainsi que leur secrétaire. Selon la source, ce calendrier retrace toutes les grandes dates de ce scrutin partant des dépôts des candidatures en passant par leur traitement et la campagne électorale jusqu'aux élections et l'installation des membres du bureau définitif. Selon le calendrier rendu public ce mardi 9 avril dans la soirée par les bureaux d'âge de cet organe délibérant, les députés provinciaux de Kinshasa vont élire les 5 membres du bureau définitif le 18 avril prochain. En effet, l'agenda élaboré par les bureaux provisoires prévoit en ce sens les dépôts des candidatures déjà pour la journée de ce mercredi 10 avril. Faudrait-il croire que les plus âgés et le benjamin de cette assemblée provinciale de Kinshasa passent à la vitesse supérieure? 6 jours plus tard, les candidats seront en campagne électorale. Dans la course au perchoir sont alignés Jésus Noël Chegué et Jacques Mabaya, tous deux du mouvement de libération du Congo MLC, sont évoqués. D'après plusieurs sources d'information, les députés Jared Pandou, actuel suppléant de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, devraient briguer le poste de rapporteur. À noter qu'au terme de la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, l'Assemblée provinciale est dirigée par un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur adjoint et d'un questeur, tous élus dans les conditions fixées par les règlements intérieurs de la Chambre législative provinciale. Et à ce sujet, prônant une gestion saine et transparente des finances à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le député provincial Socrate Mubengai a déposé sa candidature ce mercredi pour la questure du bureau définitif. C'est à 13h juste, heure de Kinshasa, que le député provincial Socrates Mubengai est arrivé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ici, l'élu de Mongafula est venu déposer sa candidature au poste de questeur du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, au fin d'une gestion saine et transparente, non seulement des finances, mais encore et surtout du personnel administratif de l'APK. Soucieux du bien-être de ses collègues et des membres de l'administration, il était temps pour Maître Socrates Mubengai de déposer sa candidature à ces postes afin que les choses changent. Le joker de la République, la carte qui gagne,
remercie la hiérarchie de son parti pour le choix porté sur sa personne à ses postes, mais aussi le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Maître Socrates Mubengai rassure ses collègues députés ainsi que les membres de l'administration de l'APICA qu'ils ne seront pas déçus par son choix, car porteur de l'harmonie au poste de l'Assemblée entre les administratifs et les élus provinciaux. Je porte ma candidature jusqu'au niveau de l'administration de l'Assemblée, afin que la gestion soit tout à fait transparente pour le bien de tous. Je suis flatté d'abord d'être choisi comme candidat questeur du ticket de l'Union sacrée. Nous n'allons pas décevoir les autorités qui ont pensé à ma personne, bien sûr, de bien mener ce travail afin que les résultats suivent. Nous voulons réellement un changement à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Nous allons tous trouver notre compte par le travail et par une bonne gestion. À noter que la campagne électorale est prévue le mardi 16 avril 2024, puis les élections des membres du bureau définitif prévues le jeudi 18 avril 2024 prochain. Dans un échange avec la presse, le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière et le président du conseil d'administration de cette institution ont expliqué les raisons de refinancement de plusieurs millions d'euros de la part des actionnaires en faveur de micro, petites et moyennes entreprises. Après avoir bénéficié d'une ligne de refinancement de 20 millions d'euros de l'actionnaire KfW, le directeur général de FPM SA et le président du conseil d'administration ont tour à tour échangé avec la presse sur la destination de ces financements. C'est suite à la crise sanitaire de Covid-19 que le gouvernement allemand, à travers la BMZ, a accordé une subvention au gouvernement congolais à travers le ministère des Finances pour soutenir les MPM impactés par la crise Covid. Quant à la question de savoir sur l'accessibilité de ces financements, le DG répond. Pour nous, en tant que FPM, nous utilisons les intermédiaires financiers pour toucher les bénéficiaires finaux. Les critères restent standards, alignés, indépendamment des segments. Premièrement, d'abord, il faut que l'institution financière soit agréée par la Banque centrale du Congo. L'institution financière doit avoir un système qui nous permet de générer des rapports pour le suivi sur l'utilisation des fonds mis à disposition. Le PCA explique ici son apport dans ces financements aux micro, petites et moyennes entreprises. Qu'en octroyant ce financement au FPM, reconnaît l'excellent travail des équipes aujourd'hui dans l'inclusion financière en RDC, et surtout reconnaît le rôle unique que joue cette institution au cœur du marché congolais. En décembre 2023, le FPM-SA a reçu la première tranche de la ligne de refinancement de 20 millions d'euros décaissée par la coopération allemande en faveur des micro, petites et moyennes entreprises. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur Romy Ekuka a procédé mercredi à Goma à l'ouverture de l'atelier de dissémination du rapport ITIE, RDC et ses compléments. Son objectif est de faire la promotion du débat public sur la gouvernance du secteur extractif, mais aussi de sensibiliser les parties prenantes sur la norme initiative pour la transparence des industries extractives. Cet atelier sur la dissémination des rapports ITIE RDC, exercice 2020-2021, ouvert à Goma par le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, s'inscrit dans le cadre de faire la promotion de la gestion de la transparence et la redevabilité dans le secteur des ressources naturelles, explique Christian Amani, expert technique à ITIE RDC. Il précise aussi que pendant les 3 jours, toutes les parties prenantes seront sensibilisées sur les normes ITIE. Je remercie aussi les comités de réforme des finances publiques à travers le projet Encore de la Banque mondiale qui apporte l'appui financier à la réalisation de cette activité. Également, il me semble important de rappeler que les présents ateliers auxquels sont conviés ce jour s'inscrivent justement dans le cadre d'un devoir de redevabilité pour rendre compte du travail qui a été accompli. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekuka, l'État congolais aura un grand rôle à jouer pour sensibiliser toutes les parties prenantes sur comment utiliser ces ressources.
c'est le moment que je dois prendre pour vous sensibiliser, vous faire comprendre la chose, tirer le parti de l'exercice de l'ITIE en ce qui concerne le Nord Kivu et voir ce que nous pouvons faire dans le combat ou dans la manière dont la République démocratique du Congo tient à utiliser ses ressources. 1000 ménages des déplacés installés au village de Nzulo 2, groupement de Kamuronza, en territoire de Massissi, ont bénéficié mercredi d'une assistance de la part de l'Office congolais de contrôle. C'est une initiative du directeur général de l'ECC, Etienne Chimanga, une première aide depuis la fuite des atrocités perpétrées par les rebelles M23, soutenus par les Rwandais. Venus des villages de Chacha, Kiroche et autres environnant la cité de Sake en territoire de Massissi, ces déplacés de guerre ont pour la première fois reçu une assistance. C'est l'Office congolais de contrôle qui a volé au secours à 1000 ménages vulnérables de ce cas de Nzulo 2. Edouard Kassongo Lubunga, directeur provincial de l'OCC Nord Kivu, qui a remis cette assistance au nom de son directeur général, Dr Etienne Chimanga, a souligné que c'est une façon pour lui de compatir avec ces Congolais ayant fui la guerre du M23. Quand le gouverneur nous a lancé cet appel, nous aussi nous avons répercuté le même message à notre hiérarchie. C'est comme ça, notre directeur général, le docteur Etienne Chimanga du Congo, ne pouvait pas rester sans agir. C'est comme ça, ayant appris que nos frères sont en détresse, les déplacés qui sont dans tous ces camps ici, il nous a dit nous allons y aller avec le maître de l'office, mais pourvu que nous puissions trouver une solution. Au nom du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, Priska Luanda, sa conseillère principale à charge des actions humanitaires et qui a réceptionné cette assistance, a salué ce geste de la direction générale de l'OCC. Nous remercions le directeur général de l'OCC pour ces gestes de charité. Les réactions sur la nomination de Judith Seminois au poste de première ministre de la RDC continuent de tomber. La dernière en date est celle de membres du nouvel agenda du Katanga, association sans but lucratif réunie autour de son initiateur, âgé Aj Matembo Toto. Pour la NACAT ASBL, cette désignation tombe à point nommé car nul ne peut douter des compétences de l'ancienne ministre d'État en charge du plan qui a su manager le programme de développement local PDL 145 territoires, projet social qui a pour finalité de relever le niveau des populations de l'arrière-pays dont les retombées ont conduit à la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi. À l'en croire, le chef de l'État vient de résoudre 2 problèmes majeurs depuis 1960, date de l'indépendance de la RDC, à savoir confier la gestion du gouvernement central à une femme, ainsi que donner à l'espace Congo, au nom de l'équité, un premier ministre. L'initiateur du nouvel agenda du Katanga, qui dit faire la promotion de la femme sans cheval de bataille, invite par ailleurs d'autres structures sœurs à soutenir les actions de la première ministre. Régine Ntaribi Zawadi, au cadre du parti politique ACO et ses bases, ont clôturé en beauté le dimanche dernier les activités dédiées au mois de la femme. C'était dans une des grandes salles du lycée Touendeleye de Lubumbashi. C'est un événementiel, cette cérémonie de clôture des activités de la femme qui a réuni plusieurs comités de base de l'honorable Régine Ntaribi Zawadi au cadre de l'ACO et coordonnatrice de la synergie des femmes Samalukonde. À l'entrée des l'hôte de l'événement, c'est un accueil délirant qui lui a été réservé. Ici, tout est parti des mots d'accueil de l'assistante de l'hôte de cette activité et un bref aperçu des activités tenues en marge du thème choisi pour cette année. Étant d'actualité et une nouvelle qui a boosté davantage les femmes de la RDC, c'est au cadre de l'ACO et coordonnatrice de la synergie des femmes Samalukonde a rendu des vibrants hommages au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour le choix judiciaire d'une femme à la tête de la primature. Je m'en vais toutefois remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour avoir fait preuve de sa détermination de promouvoir la femme en nommant Madame Judith Suminwa Turuka comme Premier ministre de la République démocratique du Congo. Par la suite, l'honorable Régine Ntaribi Zawadi
à conscientiser ces femmes, à faire preuve de 3 dimensions qui en résultent du thème central, faire accélérer les femmes aux ressources, booster leur épanouissement et assurer leur prospérité. L'honorable Régine Taribi Zawadi a fini son speech par témoigner sa gratitude à son autorité morale, l'ambassadeur Dani Banza et l'honorable Samuel Konde Kenge pour leur soutien inconditionnel propulsant la femme dans tous les domaines de la vie. Au cours de cette cérémonie, chaque participant a bénéficié d'un pagne, un don de l'honorable Régine Taribi Zawadi. C'est dans une atmosphère plus que festive que cette cérémonie de clôture du mois de la femme s'est bouclée. Il y a 10 ans, décédé Justin-Marie Bomboko, figure de proue de la diplomatie congolaise, pour avoir été Premier ministre des Affaires étrangères de la RDC. Plusieurs personnalités ont honoré sa mémoire ce mercredi au cimetière de la Gombe, marquant ainsi le début d'une série d'activités commémoratives de cet immense homme politique. Ce fut un jeudi à Bruxelles, le 10 avril 2014, que s'en allait Justin-Marie Bomboko, l'un des grands acteurs de l'histoire du Congo, témoin de grands changements et fin diplomate. Ce mercredi 10 avril 2024 a marqué la 10e année de la commémoration de sa disparition. Au cimetière de la Gombe, ils sont nombreux à participer à cette activité qui devra s'étendre sur toute la semaine à travers d'autres événements commémoratifs. Politiciens, proches familiales ont tous reconnu le service rendu à la nation par celui qu'on a appelé le patriarche. Justin est un homme très humain. Il n'a jamais d'ennemis, sauf ceux qui voulaient être ses ennemis. C'est un homme charitable qui a travaillé pour le Congo. À la masse de travail qu'il était capable d'exécuter. Quand on est Papa Bomboko, est-ce que vous vous imaginez le nombre de personnes qui doivent lui parler dans une journée? Justin-Marie Bomboko a longtemps côtoyé les sphères du pouvoir politique en occupant plusieurs hautes fonctions. Son héritage doit être perpétué et transmis à la jeune génération, a estimé une des participantes à cet événement. Il nous a laissé un grand testament de la manière dont il a pu gérer dans un moment très trouble de notre pays, les relations avec les différentes parties prenantes. Justin-Marie Bomboko fut le tout premier ministre des Affaires étrangères du Congo indépendant et grand notable des Anamongo. Il a également participé à la signature de l'acte consacrant l'indépendance du Congo belge. Fin du Ramadan ce mercredi 10 avril, les musulmans sont en prière de l'Aïd dans le monde entier. À Kinshasa, les musulmans chiites se sont réunis au sein de l'Université islamique au Congo pour une manifestation publique de clôture. 2 serments ont été dits lors de ce grand culte par Cheikh Issa Mbaki, président de la communauté islamique chiite du Congo. Après 40 jours de jeûnes et prières, les musulmans du monde entier ont enfin clôturé les ramadans. Placés sous les signes de partage, pensée solidaire à tous ceux qui souffrent. C'est dans ce cadre que Salomon Idi Kalonda a remis des vivres et non-vivres aux musulmans de la ville de Kindu, dans le seul but de communier avec ses frères et fidèles musulmans qui l'ont soutenu pendant des moments de dure épreuve. Devant la mosquée centrale de Kindu, ces fidèles musulmans n'ont pas manqué des bons pour remercier Salomon Idi Kalonda pour les gestes posés, en demandant à Allah de lui accorder une santé de fer afin qu'il soit au milieu d'eux dans les jours à venir. C'est un geste énormément droit. Nous lui disons merci infiniment et nous demandons à Allah de lui accorder la bonne santé pour que Salomon Idi Kalonda n'a pas seulement posé ses gestes à Kindu, mais aussi dans les territoires de Kibombo et Kasongo, signe de témoigner son attachement à sa province natale. Que non, mes frères aussi souffrent là-bas. Les paix que je pouvais avoir, j'estime qu'il fallait que je partage avec eux. À ma connaissance, je sais qu'ils ne pouvaient pas satisfaire toute la province, mais au moins, nos frères de Kasongo aussi ont eu quelque chose, et c'est de Kibombo également. En République démocratique du Congo, les musulmans dans certaines provinces n'ont pas pu clôturer le ramadan à cause de la situation sécuritaire. Tel qu'à Goma et ailleurs, il n'y a pas eu de grands rassemblements car les autorités ont interdit toute manifestation publique.
On va terminer ce journal avec les nouvelles d'un artiste, DJ Momboshi. Vous avez sûrement déjà entendu parler de lui, auteur du titre à succès, mais censuré, Mbongo. Son procès s'est finalement ouvert au centre pénitentiaire de Makala, où il séjourne depuis quelques temps. L'artiste musicien connu sous le nom de DJ Momboshi a comparu ce mercredi devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Il lui est reproché d'avoir fait la promotion de l'immoralité en prononçant des insanités dans l'une de ses chansons titrée Mbongo. Lors de l'audience de ce mercredi consacrée aux plaidoiries, le ministère public a requis une peine de 12 mois d'emprisonnement contre l'artiste et l'a obligé de payer une amende de 3 millions de francs congolais. L'artiste a aussi été sommé de retirer sa chanson de toutes les plateformes de téléchargement. Nous venons d'assister à un procès. Un procès qui pour nous a le reflet d'un combat contre l'immoralité criante dans les chansons, les spectacles des artistes musiciens et l'intention de la population. Et les grandes victimes de cette immoralité, c'est notre jeunesse, notre avenir de demain. Nous avons, par les écrits, interdit la diffusion et la présentation de certaines chansons. Cela n'a pas suffi. L'audience a été suspendue et le tribunal rendra son verdict le 10 mai prochain. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La peine de mort fait paniquer tous les partenaires de Kinshasa qui regrettent un recul de la démocratie et une décision dangereuse. Dans le contexte congolais, le président provisoire du bureau de l'Assemblée nationale a tenté de rassurer la ministre belge des Affaires étrangères à ce sujet. Si cela tarde à l'Assemblée nationale, les choses s'accélèrent au niveau des provinces. Le 18 avril, l'Assemblée provinciale de Kinshasa connaîtra son bureau définitif au complet. Les dossiers des candidatures sont déjà en train d'être réceptionnés cette semaine. Ce mercredi 10 avril, les musulmans célébreront l'Aïd, une fête de partage et de solidarité qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Avant la prière, les fidèles se doivent également d'être solidaires avec les plus démunis via l'aumône, une pratique obligatoire pour tous les musulmans. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans et surtout, bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.